Chérie, quelquefois quand tu dors, tu marches. Et quelquefois tu parles d'un endroit. Je ne me souviens pas. C'est pour ça que nous allons y aller. Pour que tu puisses te souvenir. Cet endroit est coupé du monde. Seule la force obscure peut ouvrir et fermer la porte de Silent Hill. Hey! Où est-elle? J'essaye de trouver ma femme. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à Sharon. Pourquoi? Rose, vite! Rose, dépêche-toi! Ils arrivent! Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, votre podcast hebdomadaire sur le cinéma horrifique. Aujourd'hui, on s'est dit que vu que Silent Hill revient dans l'actualité avec l'annonce très récente d'un nouveau jeu et la sortie prochaine d'un nouveau film, ce serait intéressant de revenir sur le premier film Silent Hill qui est sorti en 2006, presque 20 ans, ça nous rajeunit pas, et qui est réalisé par le français Christophe Gans qui a réussi l'exploit de faire une des adaptations de jeux vidéo les plus appréciées par les fans du jeu, mais aussi par les cinéphiles, chose qui arrive à peu près jamais. Mais avant de se lancer dans cet épisode, quelques news autour du podcast, un peu d'actualité. Premièrement, si vous écoutez cet épisode le jour de sa sortie, hier est sorti un hors-série très particulier puisqu'on a eu la chance de recevoir le réalisateur de Massacre à la tronçonneuse 2003, le remake, et du remake de Vendredi 13, Marcus Nispel, accompagné de Daniel Pearl, chef opérateur de Marcus Nispel, qui est aussi le chef opérateur du Massacre à la tronçonneuse original de Tobe Hooper. C'est un podcast hors série qui n'était pas du tout prévu il y a encore quelques jours et c'est pour ça qu'il est disponible actuellement en franglais. Promis, ça sortira en VF totalement doublé, un de ces quatre. Faut juste s'organiser avec Thibaut, notre VF, etc. C'est juste qu'on n'a pas vraiment eu le choix au niveau du planning, c'était un peu compliqué. En fait, quand j'ai contacté Marcus Nispel pour lui proposer une interview dans un futur proche, de base c'était pour la Spooky Season, c'était pour octobre 2025, donc on était large, il m'a à moitié agressé pour qu'on interviewe tout de suite, car il passe en France bientôt pour le Comic Con le 12-13 avril, et il voulait faire de la promo pour sa venue parce qu'il avait un peu peur qu'il n'y ait pas grand monde qui vienne, etc. Il vient un peu en dernière minute. Donc ça s'est organisé très rapidement et de manière totalement chaotique, c'est-à-dire que j'ai à peine eu le temps d'envoyer un message sur Facebook à Marcus que Marcus m'a rappelé sur Messenger alors que j'étais en calbar un samedi matin en train de prendre mon petit-déj. Il était chaud pour l'interview, pour la faire dans la minute, ce gros ouf. J'ai essayé de temporiser en mode attends, faut traduire, faut transcrire, il y a la VF, c'est compliqué. Il m'a concrètement juste dit on l'a fait tout de suite. Le truc, c'est que du coup, j'abuse pas, le message, on l'a fait tout de suite, je l'ai en anglais, je vous le montrerai, un de ces quatre, il est fabuleux. Résultat, l'équipe de Jumpscare m'a vu débarquer un petit peu paniqué peut-être, j'admets. Un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu, ouais. Dans le groupe de discussion, en mode, bon bah j'ai Marcus Nispel au téléphone. Résultat, on s'organise pour l'enregistrer demain, au moment où on enregistre, mais ça sortira la veille, ça n'a aucun sens cette phrase de votre écoute. Donc on s'aventure là-dedans sans savoir ce qui nous attend. Ils sont hystériques. Je suis dans un groupe WhatsApp avec les deux. Ils ont 60 balais. Ils se surnomment les jumeaux maléfiques. Ça fait 2 jours qu'ils shitpostent partout et qu'ils m'envoient des dessins bizarres de Jason Voorhees. Je leur ai demandé une photo cool de eux deux pour la jaquette de l'épisode. Ils m'ont dessiné un truc horrible qui sera peut-être la jaquette de l'épisode, j'espère. Fais-le Romain. Gagner. Ah ouais, fais-le. Mais c'est vrai qu'ils ont l'air encore plus fous que nous et ça me fait peur, tu vois. Je me dis, faut pas trop croiser les effluves, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Mais attends, quand j'ai demandé d'autres photos pour la jaquette, il m'a juste sorti une photo d'un fan qui a tatoué ses fesses avec l'affiche du film de Vendredi 13. Putain, c'est merde. Et il m'a juste dit, tu peux tenter la neutralité comme ça.
Ils sont totalement dissidents, putain. Ils sont fous, ils sont géniaux. Et alors pour l'anecdote, moi j'étais au téléphone avec Marcus Nispel en train de temporiser en mode t'es sûr parce que nous la VF c'est chaud et tout, on peut peut-être le faire plus tard, on peut s'organiser différemment. Et lui il me fait je vais inviter Daniel Pearl. Et le mec en fait j'entends le tic 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 sur son téléphone pendant qu'on parle. Et d'un coup il me fait ok Daniel Pearl est chaud. Mardi soir. Ok, d'accord. Ni plus ni moins. C'est des fous. C'est leur podcast dorénavant. C'est vrai. Donc bon, on fait avec, mais Les cavaliers de podcast l'Apocalypse. exceptionnel, exactement. Donc voilà, ils sont venus bordéliser le podcast. C'est une première pour eux, ils sont contents de venir puisque c'est la première fois qu'ils font une interview tous les deux, alors que c'est des mecs qui bossent ensemble depuis 20-25 ans, alors que voilà quoi. C'est cool. Podcast à retrouver en anglais, mais croyez-moi, si vous parlez anglais, ça vaut le coup. C'est leur première interview tous les deux. Donc voilà, c'est dispo depuis hier. C'est des épisodes qu'on aime bien faire et qui nécessitent un peu de plus de soutien, évidemment. Mais voilà, allez-y. Et toujours dans la rubrique Actu, l'éditeur Extra Lucid Films a lancé une campagne de précommande pour la sortie en Blu-ray normal et Blu-ray 4K d'un classique de l'horreur qui était quasiment inédit chez nous, le fameux Monster Squad. Imaginez les Avengers avec tous les Universal Monsters, Dracula, le loup-garou, la momie, le monstre de Frankenstein. Ils sont tous là-dedans, dans un seul film, et ça sort bientôt chez nous. Et devinez quoi ? On est partenaire de cette édition qui s'annonce super belle avec un beau boîtier métal et un super livre de Fabien Moreau qui vient défier Marc Toulek dans le game des livrets de Blu-ray. Un livret rempli d'interviews et il y aura évidemment le logo de Jumpscare à l'arrière du coffret parce que vous le savez, Jumpscare c'est avant tout un logo qu'on aime bien tamponner un peu partout ces temps-ci. Il se pourrait aussi qu'on fasse un gros épisode sur le film quand il sortira, donc voilà, n'hésitez pas à aller précommander votre exemplaire, le lien est dans la description, ça sort bientôt chez Extra Lucid. Bref, revenons à Silent Hill. Pour les deux du fond, Silent Hill est adapté de la célèbre franchise de jeux vidéo de Konami qui a débuté en 99 et qui va bientôt voir naître son 10e jeu principal hors spin-off pour console, etc. Silent Hill, très grossièrement, est une série de jeux d'horreur psychologique où les protagonistes explorent une ville brumeuse, Silent Hill, et cauchemardesque, façonnée par leur peur et leur traumatisme, entre créatures grotesques, réalités distordues et mystères occultes et mises à mort dégueulasses. Chaque jeu propose des visions et des designs de folie qui faisaient de Silent Hill du pain béni pour tout réalisateur un peu inspiré. Et inspiré, il l'a été, c'est Christophe Gans Cocorico, déjà derrière des films comme Le Pacte des Loups ou des magazines pour les enfants des années 80 qui nous écoutent, qui se souviennent de Starfix, qui décroche le rôle de réalisateur sur cette adaptation qui sort en pleine époque où les adaptations de jeux vidéo s'enchaînent vitesse grand V. Resident Evil, Doom, House of the Dead, Tomb Raider, Doom, Dead or Alive, Hitman, Far Cry, Max Payne, Doom, Prince of Persia, bref. Que des chefs-d'œuvre. Doom aussi, non ? Ouais. Quoi ? Doom. Doom, Romain. Doom. Merci. Doom, j'étais pas sûr. C'est Doom avec The Rock, là. Ouais, non, chef-d'œuvre. À l'époque, les adaptations de jeux vidéo sortent tous les 2 mois et se font quasiment toutes démontées par les joueurs et les cinéphiles. Même Doom. Et tel un miracle, Christophe Gans arrive à sortir un film qui est aujourd'hui réputé comme étant une des adaptations les plus appréciées des fans et pointé souvent du doigt comme étant un bon exemple d'adaptation de jeux vidéo. Mais est-ce que c'est car le film tient vraiment la route ou est-ce que c'est car il est juste un peu mieux que la moyenne face au vaste océan de gros ratage qui a inondé le genre à l'époque ? C'est une des questions qu'on va se poser aujourd'hui puisque le film fête ses 20 ans l'année prochaine et il était temps de dépoussiérer un peu nos DVD, de se confronter à nos souvenirs d'époque pour voir si Silent Hill mérite sa réputation. Dans Silent Hill, le film, la petite Sharon rêve toutes les nuits d'une ville abandonnée. Silent Hill donc. Sa mère, j'en ai marre de dire le titre du film, sa mère, Rose, décidée à comprendre le mal dont souffre sa fille, décide de l'accompagner sur place et alors qu'elle pénètre dans cette ville embrumée, Sharon disparaît. Rose se lance à sa poursuite mais se rend vite compte que la ville est peuplée d'étranges créatures hantées par des ténèbres vivantes qui dévorent littéralement tout ce qu'elle touche. Avec l'aide de Sibyl, une policière, Rose se jette dans une quête pour arracher sa fille au monde de Silent Hill et de la perdre aux mains d'une étrange secte. Et puis pendant ce temps-là, il y a Sean Bean qui tourne en rond dans sa maison car il sait pas où est sa femme. Les Bref, aventures de Boromir. Voilà, elle est faite, elle est placée. Pour nous aventurer dans Silent Hill ce soir, nous sommes en présence de Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Le Coin du Bis.
Ouais. C'est l'évolution naturelle des choses. Le ça. coin du beach. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Bonsoir, bienvenue dans le coin du beach. Accompagné aussi de notre bon Dario National. Hello. T'as pas de médias, donc c'est compliqué à chaque épisode. Bah c'est plus simple, en vrai. Pour ça tu te trompes pas au moins. Juste Dario, Ouais. juste le D. Nous sommes accompagnés aussi d'Amélie, programmatrice au Festival de cinéma On vous ment, Bonsoir. et de moi-même Romain du Bistrot de l'horreur sur Filmo. Alors, comme d'habitude, quasiment maintenant, petit point réalisateur, Christophe Gans, figure très connue du cinéma de genre en France. Mathieu, dis-nous en plus sur lui. Alors, Christophe Gans, c'est un gros dossier parce que c'est quelqu'un en fait qui a déjà une longue carrière, mais qui paradoxalement n'a pas fait énormément de films. Pour le moment, en fait, il y en a en tout et pour tout 5. C'est quelqu'un qui naît en 1960 à Antibes et qui est fasciné par le cinéma très tôt, et notamment par le cinéma de genre. Il se retrouve en fait à écrire pour l'Écran Fantastique, il se retrouve aussi à sortir son propre fanzine. C'est aussi, tu l'as dit tout à l'heure Romain, le cofondateur d'un magazine qui s'appelle Starfix, qui va avoir une importance capitale dans la représentation du cinéma de genre en France, et surtout dans sa démocratisation dans une France où ce genre de cinéma n'était pas forcément très très bien vu, même si en parallèle il y avait des magazines comme l'Écran Fantastique ou Mad Movies qui bossaient un petit peu aussi par rapport à ça. Bref, voilà, l'aventure Starfix va démarrer en janvier 1983 avec un numéro culte qui avait pour couverture le film Dark Crystal. Ouais. Et ça va s'arrêter en 1990, faute de rentrée publicitaire, mais c'est un magazine qui va marquer toute une génération. Et pour l'anecdote, parmi les personnes qui ont collaboré avec Christophe Gans pour Starfix, il y a Doug Headline, il y a Nicolas Boukrieff, qui deviendra plus tard réalisateur, il y a François Cognard, que tu connais bien, Romain. Oui, bah oui, bien sûr. Et puis Christophe Lemaire aussi, qui est une des figures majeures du cinéma bis en France, Hélène Méric, et du coup voilà, pas mal de personnes qui aujourd'hui sont des noms assez connus. Christophe Gans aussi, je crois que je l'ai pas mentionné, c'est quelqu'un qui a fait des études de cinéma et qui en 1981 va réaliser un court-métrage qui s'appelle Silver Slime, qui déjà à l'époque était plutôt réussi en termes de technique. Pourquoi Silver Slime ? Parce que on l'a dit, Christophe Gans est un fan de cinéma de genre, mais dans le cas de Silver Slime, c'est son court-métrage hommage au cinéma de genre italien, et notamment à deux grandes figures de l'époque, que sont Dario Argento et Mario Bava. Et du coup, Silver Slime, si on décortique un petit peu le nom du court-métrage, on a d'un côté Silver qui renvoie donc à l'argent, donc c'est Argento, Dario Argento, et Slime qui renvoie donc à la bave, donc Bava. Silver Slime, c'est juste ni plus ni moins que Argento et Bava. Après ça, il va commencer en fait à se renseigner pour acquérir les droits de Crying Freeman. Donc, Christophe Gans, c'est un fan aussi de manga, de tout ce qui était, encore une fois, un petit peu montré du doigt par la critique de l'époque. Et il va commander en fait des caisses et des caisses et des caisses de manga, d'animés. Il va faire un blocage donc sur Crying Freeman. Et il va en parler en fait à un producteur qu'il a rencontré pendant un festival, qui est donc Samuel Adida, qui va devenir son producteur tout au long de sa carrière. Et Samuel Adida va se rendre compte que y a d'autres personnes en fait qui commencent un petit peu à bosser dessus, et notamment Brian Yuzna. Et quand Samuel Adida et Brian Yuzna discutent de Crying Freeman, Brian Yuzna lui dit, écoute, ok, on peut faire quelque chose par rapport à ça, mais moi ce que j'ai besoin, c'est que ton gars là que tu me sors de on sait pas d'où, parce qu'en vrai il a rien fait à part un court-métrage, ton Christophe Gans, j'aimerais bien voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Donc là je suis en train de bosser sur une espèce de film à sketch qui s'appelle le Necronomicon, et donc il y a 3 réalisateurs, il y a moi, il y a un auteur japonais dont j'ai oublié le nom, et une troisième personne qui pourrait être Christophe Gans. Donc Samuel Adida part de ce truc-là à Christophe Gans. Christophe Gans dit, bah écoute, s'il y a que cette façon pour que moi je puisse avoir les mains libres pour ensuite réaliser Crying Freeman, ok, je vais faire ce truc-là. Donc Christophe Gans part aux États-Unis tourner une espèce de moyen-métrage en un temps record pour Brian Yuzna dans ce film, dans cette espèce de film à sketch, qui porte en fait sur le personnage de Lovecraft, qui va raconter plusieurs histoires et tout. Le tournage va être assez compliqué, il va clairement manquer de budget, il y a pas mal de scènes qui ont dû être retournées parce que les effets spéciaux étaient pas du tout concluants. Si vous possédez le DVD de Necronomicon, je vous encourage vraiment à regarder les bonus, parce que c'est une histoire complètement dingue. Mais il va s'en tirer avec les honneurs.
malgré les reshots, malgré des fois des conflits au moment de la production. Et il va avoir les mains libres pour tourner son film suivant, qui sera véritablement son premier long métrage, donc en 1995, Crying Freeman, où là ça va être déjà une très belle transposition du manga, mais aussi un hommage très appuyé au cinéma hongkongais que Christophe Gans adore, et notamment au cinéma de John Woo, avec ses fameux ralentis, les fusillades, tout ça. Et tant et si bien que Christophe Gans va devenir, en même temps que Jean-Pierre Dionnet sur Canal+, une des grandes figures dans le cinéma français à promouvoir le cinéma HK. Et ça, il va le faire en 1996, en octobre 96, via le lancement d'un autre magazine qui s'appelait HK Orient Extreme Cinéma. Et le premier magazine, en fait, va avoir pour couverture Zoo, les guerriers de la montagne magique de Tsuehark. Et pendant 14 numéros, enfin il y aura 14 numéros qui vont suivre celui-ci, ça va aller jusqu'en avril 2000 avec, je crois, un numéro sur Full Contact de Ringo Lam. Et dans ces magazines, donc HK Cinéma, il va y avoir des tonnes et des tonnes d'articles extrêmement bien fichus, extrêmement bien écrits sur tout ce cinéma en fait qui a fasciné tous les adolescents des années 90, enfin tous les films de Tsuehark, de Johnny To, de John Woo, tous les films avec Jet Li, Jackie Chan et compagnie. Donc à titre personnel, Christophe Gans, c'est quelqu'un que j'associe vraiment au cinéma hongkongais, dans le sens où pour le public international, c'est avant tout le réalisateur du Pacte des loups, film qui fera juste après, donc en 2001, et qui va être un énorme succès puisqu'il y aura 5 millions d'entrées. Encore une fois, le tournage va être très 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 compliqué, il va y avoir des intempéries qui vont causer pas mal de problèmes, il va y avoir des dépassements de budget, ça va être pas mal la merde, mais encore une fois, il va s'en tirer avec les honneurs puisque le film va cartonner et va plus ou moins lancer cette espèce de petite vague de cinéma de genre qu'il y a eu début 2000, qui va pas forcément prendre plus que ça, mais en tout cas voilà, c'est encore une fois Christophe Gans qui est à l'origine de ce truc là, mais toujours est-il que ce film va le faire connaître à l'international et va surtout en fait le placer comme une espèce d'équivalent français de Quentin Tarantino, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui sort relativement peu de films mais qui à chaque fois se sert de ses films à lui pour rendre hommage à plein de cinémas très différents, que ça soit du cinéma classique, traditionnel, ou du cinéma de série B, de série Z, de cinéma bis, plus largement. Voilà, pour lui, ça fait pas forcément de grande différence. Mais là où, à l'international, Christophe Gans peut avoir cette image de réalisateur, je pense qu'en fait, en France, enfin, moi en tout cas, c'est comme ça que je le vois, quand je pense Christophe Gans, je pense pas forcément réalisateur. C'est un petit peu comme les Américains avec Tarantino, c'est-à-dire que quand on leur parle de Tarantino, c'est pas forcément le mot réalisateur qui vient en premier, c'est dialoguiste et scénariste. Nous, en fait, en France, quand on pense à Christophe Gans, moi, j'ai avant tout l'image du passeur. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, en fait, qui va, quand on lui tend un micro, parler pendant des heures et des heures et des heures sur ses influences, sur les films qu'il aime, que ça soit du cinéma hongkongais ou japonais ou quoi, que ça soit sur les jeux vidéo, que ça soit sur les mangas. Et du coup, c'est pas étonnant que, quelques années après, il fasse un blocage sur Silent Hill, le jeu, et qui pète un câble devant et qu'au bout d'une heure de jeu, ils se mettent en fait à lâcher la manette. Il appelle Samuel Hadida et il dit putain mais est-ce que quelqu'un a acheté les droits de ce jeu parce que ce truc est en train de me terrifier et il faut à tout prix que j'en fasse un film quoi. Donc voilà, ça encore une fois ça va mettre un petit moment à se faire, d'autant plus que le jeu appartenant à Konami, les Japonais étaient un petit peu hésitants à l'idée de lâcher les droits en fait à n'importe qui, sachant que comme tu l'as dit Romain, il y a pas mal de conneries qui ont été faites en matière d'adaptation de jeux vidéo dans les années 2000, et Konami voulait absolument éviter ça, et voulait surtout avoir l'assurance que la personne qui allait adapter leur bébé le fasse correctement et comprenne en fait tout ce qui était dans le jeu. Là où Christophe Gans va être intelligent, c'est que lors d'une vidéo pour parler en fait de Silent Hill, il va être parmi les intervenants et il va avoir en fait l'idée de génie de sous-titrer ses propos et de les envoyer lui-même à Konami au Japon pour pas qu'ils aient à le faire eux. Et quand ils ont vu que c'était le réalisateur de Crying Freeman, ils se sont dit ok, le mec comprend parfaitement ce qui fait de Silent Hill un jeu à part, et du coup si quelqu'un doit l'adapter, c'est forcément lui. Mais toujours est-il qu'après Silent Hill, il va faire en 2014 La Belle et la Bête, qui est peut-être son film le moins célébré, même si ça a été un petit succès à l'époque, mais voilà, encore une fois, quand je pense Gans, je pense pas forcément La Belle et la Bête, même si c'est quelque chose qu'il a essayé d'adapter pendant un long moment, et ça aussi c'est quelque chose qu'on peut coller à Christophe Gans de manière systématique, c'est cette espèce de succession de rendez-vous manqués et d'adaptations qui ne se sont pas faites. Pendant ces
30 ans de carrière, il y a eu des foirades à tous les niveaux, que ce soit pour Nemo, que ce soit pour Pat Labor, que ce soit pour Bob Moran, Rahan, Tarzan, Fantomas, 20 milieux sous les mers ou Corto Maltese. Tous ces projets n'ont pas forcément eu le même stade d'avancement. Dans tous les cas, ils n'ont pas abouti. Mais toujours est-il qu'il y a eu énormément de faux départs. Et on peut voir aussi des concept art et des informations en fait traînées sur Internet. Et on se rend compte que des fois, on est passé à côté de quelque chose de grand, quoi. Et là, on est en 2025 et je suis très content que presque 20 ans plus tard, on arrive enfin à avoir un nouveau film de Christophe Gans et qu'en plus, ça soit la suite de son Silent Hill de 2006 et qu'il adapte Silent Hill 2 qui est très clairement le meilleur jeu de la saga et dans lequel il avait déjà puisé pour mettre certains éléments dans le Silent Hill dont on va parler maintenant. Mais bref, voilà. Pour en finir en fait avec ce petit brief en fait sur Christophe Gans, c'est quelqu'un qui a compté pour beaucoup dans la démocratisation d'une certaine cinéphilie dans le cinéma de genre en France. Sans lui, je pense qu'on n'aurait pas eu la même lumière mise sur le cinéma hongkongais. Et le fait que le Pacte des loups ait cartonné à ce point, je pense qu'il y a aussi pas mal de choses qui se sont débloquées, même si ça a mis longtemps en fait à se faire, même si ça a mis quasiment 15 ou 20 ans en matière de cinéma de genre. Je pense que c'est une des personnalités les plus importantes à ce niveau-là en France, et c'est pour toutes ces raisons que j'attends son prochain film en fait avec impatience. Quand il sortira, parce que ça fait un moment qu'il doit sortir le film. Ça fait un moment, mais en fait, quand il est venu à Avoriaz, il a précisé qu'il venait juste en fait de checker les effets spéciaux de son film et qu'il avait donné sa validation pour le truc. Donc là, en fait, au moment où on enregistre, le film est terminé. Avoriaz ? Oui. Ouais. Gérard Armé. J'étais en train de me dire, merde, c'était il y a longtemps. Si vous voulez un signe qui témoigne de l'âge du bis, c'est là. Attends, mais il a dit ça quand, Gérard Armé ? Il a dit en interview, j'ai vu une interview parce qu'il en a fait pas mal quand il était en festival. Tu sais, quand tu l'as croisé 15 fois dans les couloirs. Non, mais il avait des lunettes, et moi, personne m'a dit que Christophe Gans, il avait des lunettes, c'est bon, je savais pas la tête qu'il avait, j'arrêtais pas de le croiser au marché de Noël, pour moi, c'était un petit papy, c'est bon, il avait l'air gentil. Oh. Petit papy. Petit papy, il va apprécier. Mais maintenant, je sais qui c'est. Maintenant, je sais qui est Christophe Gans. Enfin, je savais déjà qui c'était, mais je savais pas quelle tête il avait. C'était ça la différence, voilà. Christophe, si tu nous écoutes, Mylène, elle sait qui tu es maintenant. Avec ou sans lunettes. Mais ouais, il a fait pas mal d'interviews là-bas, et dans une des interviews que j'ai pu voir sur internet, il disait qu'il avait validé les effets de son film et que en fait la copie était terminée et maintenant il fallait juste s'occuper de caler une date et de la promo, quoi. T'as minimisé un truc que moi j'adore sur le fait qu'en fait c'est un énorme fan de plein de choses, et pour réussir à séduire Konami et pour pouvoir réaliser Silent Hill, t'as dit qu'il leur a envoyé une vidéo sous-titrée, mais t'as oublié un truc, c'est qu'il leur a envoyé pendant des années des lettres pour les motiver à l'autoriser à réaliser le film. Je crois que c'est genre 3 ou 4 ans de lettres continues de lâcher les droits, lâcher les droits, laissez-moi, ouais, c'est ça. Le mec, le tryharder ultime. Donc voilà, gros malade, gros fan, et ça a plutôt marché au final, puisque c'est quand même un film qui a marqué son époque, qui a séduit beaucoup de monde, et qui a, je pense, introduit beaucoup de gens aux jeux vidéo, Silent Hill. Mais Silent Hill, du coup, tu l'as revu pour cet épisode, Mathieu. Oui, ça vieillit toujours aussi bien. Ça vieillit très bien. Moi, j'ai le souvenir d'avoir attendu ce film vraiment comme le Messie, parce que je suis fan de Silent Hill 2. Silent Hill 2, c'est un des rares jeux à m'avoir vraiment terrorisé. J'avais vu un trailer dans je crois que c'était PlayStation Magazine ou quoi, à l'époque t'avais un DVD avec des démos de jeux et des bandes annonces, et je savais qu'il y avait un jeu qui s'appelait Silent Hill qui était sur PS1, console que je n'ai pas eu, qui apparemment avait fait forte impression, donc ça je n'y ai pas joué, mais par contre quand j'ai vu le trailer de Silent Hill 2 où il y avait une espèce de truc vraiment granuleux au niveau de l'image, et il y avait un gars avec une tronçonneuse qui découpait des espèces de bestioles sans visage avec des jambes qui partaient dans tous les sens, et une musique très bizarre et tout. Je dis oh là, ça c'est pour moi. Et donc je suis allé l'acheter à la Fnac Day One, quoi. Et puis à l'époque j'étais Dario qui gesticule. Oui. Je suis ensuite retourné chez moi pour le tester, et je me rappelle y avoir joué la première fois tout seul dans ma chambre, sur ma petite télé 36 cm, là, avec le casque et le son à fond. Et j'ai rarement eu aussi peur de ma vie, parce que voilà, les personnes qui ont fait Silent Hill 2 s'en rappellent. Le jeu démarre par une très longue traversée d'une forêt, avec des bruits très bizarres, avant qu'on arrive vraiment dans la ville.
Et rien que ce passage-là où il ne se passe absolument rien, c'est juste on doit aller d'un point A à un point B et on ne fait qu'avancer dans une forêt avec de la brume autour, ça m'avait terrifié. Et après on déambule dans la ville et on rencontre des personnages et tout. Après on est dans un immeuble qui est pour moi en fait l'endroit le plus terrifiant de toute l'histoire des jeux vidéo. Bref, j'y ai joué pendant 2 heures, j'ai posé la manette et j'ai mis 15 jours avant d'y rejouer. Alors je n'attendais que ça. Mais le jeu m'avait terrifié au point que j'ai t'es sérieux et tu veux me le faire vraiment faire à en relancer plein une milieu de seconde la partie nuit quoi. Mais t'es taré? Mais bien sûr. Mais non, mais c'est pour toi Mylène, c'est pour ta culture. Pour info, j'ai fait jouer au jeu à Mylène il y a quelques jours en arrière, il était 2h du matin. Mylène a hurlé. Mais je trouve que non, mais attends, il a attendu que j'ai 4 pains dans le cornet pour me faire jouer à Silent Hill. Et il m'a dit t'inquiète, avance sur la route. Moi j'étais là, ouais. Bah oui, sinon t'aurais dit non. Vas-y, on va pas retourner dans la voiture là, je me sens plutôt safe dans la voiture. Non, dès le départ, je me sentais pas du tout safe. Non, mais en vrai, j'ai hâte de le finir. Même si je sens que je vais vous péter les tympans. Mais bref, voilà, j'ai mis quelques mois avant de le terminer, mais le truc m'a fasciné au point que j'ai recommencé le jeu plein de fois pour débloquer toutes les fins et tout. Et quand j'ai vu que c'était Christophe Gans qui allait réaliser Silent Hill, je me suis dit, ok, on a potentiellement la meilleure personne qui soit pour adapter le truc correctement parce que c'est un gamer. Il a parfaitement compris de quoi parlait Silent Hill. Donc, quand je suis allé le voir, c'était à Grenoble, dans un grand cinéma, un multiplex. Je me rappelle que la salle était bien pleine. Et je suis sorti de là en me disant, ok, plastiquement, c'est inattaquable. Les décors sont fantastiques. Si on regarde le making-of, on se rend compte qu'il y a quasiment un décor par plan. C'est absolument magique, en fait. On retrouve vraiment Silent Hill tel qu'on l'a dans le jeu vidéo, parfaitement adapté en fait à l'écran. Et pour ce qui est de la peur, là j'étais un petit peu plus mitigé dans le sens où dans un jeu vidéo, tu es acteur de ce qui se passe à l'écran. C'est toi qui décides où aller, c'est toi qui décides quoi faire. Le jeu te guide forcément, mais le personnage qui est à l'écran, en fait, c'est toi qui le contrôle. Dans un film, tu suis un protagoniste qui, dans le film en question, va agir comme un personnage de jeu vidéo parce que voilà, ça c'est très bien expliqué dans la vidéo de Karim Debache. Rose en fait ne fait que ramasser des objets, déduire où est-ce qu'il faut qu'elle aille ensuite par rapport à l'objet en question. Une fois qu'elle arrive à l'endroit en question, elle ramasse un nouvel objet qui va l'amener dans un nouvel endroit et ainsi de suite. Et voilà. Donc il y a une logique de jeu vidéo qui est très bien adaptée dans le film de Gans, mais qui peut aussi nous mettre une petite distance au niveau émotionnel, quoi. Les scènes d'effroi, je les trouve très correctes. Le film m'a pas terrorisé au même point que le jeu l'avait fait, mais de toute façon le médium n'est pas le même, donc je m'attendais pas forcément à ça. Mais je l'ai vu 2 fois. La première fois, les spectateurs sont sortis en disant « Ouais, bof, je suis un peu déçu, gna 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 ». Et la seconde fois, quand j'y suis retourné pour me faire vraiment un avis définitif, je me rappelle d'un couple de jeunes femmes qui étaient devant moi, qui sont sortis terrorisés au point que la première en fait a dit à la seconde « Est-ce que tu peux m'accompagner chez moi ? J'ai trop peur de rentrer tout seul, je crois que le film m'a traumatisé. » Voilà, et là je me suis dit ok, voilà, moi j'ai peut-être un peu pinaillé parce que je suis un gamer et que je connais le Silent Hill 2 par cœur, mais quelqu'un en fait qui se mangeait Silent Hill sans, et je pense que c'était leur cas, sans avoir forcément joué au jeu en amont, Silent Hill à l'époque, je pense qu'il a fait quand même très très mal, quoi, parce qu'il y a beaucoup de trucs en fait qui reposent sur du non-dit. Qui sont présents dans le jeu et dans le film, qui nous mettent mal à l'aise sans qu'on ne sache véritablement pourquoi. Il y a un énorme travail, comme dans le jeu vidéo, sur le sound design. Il y a des bruits, il y a des musiques en fait qui sont très particuliers, qui sont très Silent Hill encore une fois, mais qui sont aussi peu communs dans le jeu vidéo d'horreur, dans le survival horror et dans le cinéma d'horreur d'une manière plus globale. Un des points faibles du film, par contre, je pense que c'est l'acting. Ça n'a jamais été le point fort de Christophe Gans. Christophe Gans, en fait, pour moi, c'est un formaliste, c'est un fan, c'est quelqu'un qui soigne énormément la forme, qui souhaite en fait avant tout rendre hommage de la meilleure façon possible à l'œuvre qu'il adapte, mais c'est pas quelqu'un qui va être super à cheval sur la direction d'acteur, sur les dialogues ou quoi. Ça, pour moi, ça a toujours été en fait le point faible de ces films. Même le Pacte des loups que j'adore, il y a des moments où l'acting en fait il est pas au niveau, quoi. On retrouve ça dans Silent Hill, mais je pense que 20 ans plus tard, si on fait un petit peu le débrief sur ce qui est sorti dans les années 2000, je pense qu'en fait Silent Hill fait partie des meilleurs films de cette période. Effectivement, le film n'est pas parfait, effectivement il a une logique de jeu vidéo, ce qui fait que voilà, on est
on est un petit peu détaché par rapport à ce qui peut se passer à l'écran, mais l'adaptation, elle est tellement précise, elle est tellement belle qu'on peut parfaitement mettre ses petits défauts de côté et apprécier le ride, quoi. Quand le film est sorti, je me rappelle qu'il était interdit moins de 16, et je me suis dit, ah putain, ouais, ça démarre bien, quoi. Et pendant tout le film, j'étais là à dire, mais qu'est-ce qui justifie cette interdiction moins de 16 ans? Je crois qu'après, le film a été basculé en moins de 12 pour la sortie du DVD et du Blu-ray, mais arrive la scène finale, où là, j'ai fait, ah, ok. Et quand on écoute un petit peu Christophe Gans sur comment il imaginait cette scène finale et quelles sont ses influences, à la base, il voulait qu'il y ait plusieurs Pyramid Head qui arrivent et qui massacrent en fait toutes les personnes qui étaient dans la secte, dans l'église. Et ce truc-là n'a pas pu se faire, et il s'est dit, ok, je vais prendre un des mangas horrifiques que j'avais découvert à la fin des années 80, début 90, en l'occurrence Urotsuki Doji, donc un manga phare pour tous les pervers là qui nous écoutent, à base de tentacules et de machins dégueulasses, et en fait il va juste remplacer les tentacules par des fils barbelés. Et ça donne une scène apocalyptique dans l'église où en fait il pleut littéralement du sang, avec dessous en fait une gamine qui se met à danser comme si elle était sous la pluie. Enfin bref, il y a plein de machins comme ça qui sont des trouvailles absolument géniales dans un film qui certes encore une fois n'est pas parfait. Quand Rose en fait arrive dans la fameuse chambre d'hôpital, on a une espèce de flashback qui nous explique toute l'intrigue au cas où on ne l'aurait pas comprise. Mais encore une fois, je trouve que c'est vraiment pas grave parce que pour moi, en tout cas, la somme des qualités l'emporte très clairement sur les quelques défauts du film, parce que c'est quelqu'un qui a parfaitement compris le matériau de base et qui l'adapte avec les moyens d'une production, pas une grosse production, mais une production quand même honnête, là où des fois ça a été un petit peu la merde précédemment, notamment avec Necronomicon, mais ce qui n'a pas non plus empêché le fait que de temps en temps il y a eu des soucis sur le tournage. Il y a notamment, si on regarde le making of, plusieurs scènes coupées où on se dit merde, ça a l'air vachement bien, à quel moment dans le film il y a ça? Et en fait non, ça n'a pas pu être terminé. Le premier monstre que l'on rencontre dans le film et dans le jeu, c'est cette espèce de machin qui marche sur deux pattes et qui semble enfermé dans une espèce de camisole de force, monstre qu'on ne voit qu'une seule fois dans le film, alors que dans le jeu on le voit à chaque coin de rue. Et à la base, Christophe Gans avait tourné plusieurs scènes avec ce monstre, ce qui aurait été en fait logique, mais ça n'est pas allé au bout parce que apparemment sur le tournage c'était un peu la merde. Il y a une équipe qui a fait n'importe quoi le jour où il n'était pas là, enfin bref, il n'a pas pu faire totalement le film qu'il voulait faire, mais en l'état, pour un réalisateur français qui se retrouve sur une prod américaine, je trouve qu'il s'en est très 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 bien sorti. Et encore une fois, je vais me répéter, mais j'ai très hâte de voir ce qu'il a pu faire pour Silent Hill 2 qui devrait sortir cette année, sachant qu'il a eu 20 ans en fait pour digérer son propre film et potentiellement corriger ce qui n'allait pas dans celui-ci. De toute façon, on en reparlera dans le podcast de Silent Hill 2. Si l'idée c'est de faire les deux cette année, et d'ailleurs peut-être, on prie avec Christophe Gans pour le 2. Amélie, toi, ce qui t'a marqué dans Silent Hill, visiblement, de ce que j'ai lu tout à l'heure, c'est les designs des créatures. Tout à fait, les créatures en général. Oui. Parce que, effectivement, je trouve que le côté secte et tout ça, c'est un peu cucul praline. Oui, je sais pas, j'y crois pas trop à la secte. Mais effectivement, les créatures sont très très belles. Bien sûr, l'inspiration pour les créatures vient de Masahiro Ito, donc, qui est le créateur des monstres de Silent Hill, qui s'est inspiré principalement de l'échelle de Jacob et de Francis Bacon. Je pense que personne ne tombe de sa chaise quand je dis ça. Mais je voulais rendre hommage à une population à une profession qui est un peu sous-estimée dans le monde du cinéma d'horreur. Ce sont les danseurs et contorsionnistes. Puisque c'est une tradition dans le cinéma d'horreur de faire interpréter les monstres par des danseurs ou des contorsionnistes, évidemment, pour pouvoir créer comme ça des mouvements très bizarres, très précis. Donc des gens qui peuvent bouger leur corps de manière inhabituelle et qui le connaissent très bien et suffisamment pour faire des mouvements qui mettent mal à l'aise, ce qui marche très 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 bien dans Silent Hill. Donc pour citer des danseurs et des contorsionnistes célèbres, il y a bien sûr Doug Jones qui joue Abe dans Hellboy, Pellman dans Le Labyrinthe de Pan ou Un Gentleman dans Buffy. Cette fois, c'est moi qui dis Buffy, vous voyez. On a bien sûr Marina Mazeppa qui a joué Gabrielle dans Malignante, on en avait déjà parlé, qui marche à l'envers et tout ça. Ou Isabelle Chassé qui était dans Martyr, on en a aussi parlé dans notre épisode sur Martyr, et ici le chef d'orchestre de toutes ces créatures, aussi bien dans leurs mouvements, dans leur chorégraphie que dans leur design
dans les costumes, c'est Roberto Campanella, qui est un danseur et chorégraphe italien. Après, les effets visuels, c'est Stéphane Nazé et Patrick Tatopoulos, mais je sais que Roberto Campanella a participé au design des costumes, tout simplement pour que ça s'adapte sur des danseurs. C'est lui qui interprète Pyramid Head d'ailleurs dans tous les Silent Hill, dans celui-ci, dans la suite, dans le 2, c'est quoi, Résurrection, et il interprète encore Pyramid Head dans le prochain Silent Hill. Est-ce que tu peux dire ce que c'est que Pyramid Head ? Qui est Pyramid Head peut-être ? Alors, Pyramid Head, justement, je vais revenir dessus parce que c'est un petit peu improbable qu'il soit dans Silent Hill. Je m'explique. En fait, tu m'as fait sauter dans mon déroulé là. Désolé. Donc, Pyramid Head, donc qui est en fait le grand méchant de Silent Hill 2. Il arrive dans Silent Hill 2, qui est un personnage très très grand avec un tablier de boucher en cuir et cette tête en fait qui est couverte par une très lourde et très grosse pyramide en métal rouillé, qui a l'air extrêmement lourde et qui tire une énorme épée. Et donc, ce personnage est interprété par Roberto Campanella dans ce film. Je disais que c'est un petit peu surprenant que Pyramid Head soit dans ce film, puisque Christophe Gans prend en grande partie l'intrigue du premier Silent Hill, du premier jeu Silent Hill, et il va pourtant piocher dans le bestiaire plutôt de Silent Hill 2, même si y a certains monstres qui viennent de Silent Hill 1, notamment le Grey Child, les Grey Children qui attaquent l'héroïne au début, qui sont censés représenter... Ah oui, parce que ça, c'est important, c'est qu'en fait, les monstres dans Silent Hill représentent on va dire, des parts de l'inconscient des personnages, des visiteurs qui s'y rendent. En fait, les monstres sont des représentations de leur culpabilité, de leurs maux, de leurs problèmes, de leurs obsessions. Et donc, les Grey Children, qui attaquent donc la mère au début du film, sont censés représenter les camarades de classe d'Alessa qui l'ont harcelée. Et donc, ça, c'est un personnage qui vient de Silent Hill 1. Mais sinon, il y a surtout des monstres qui viennent de Silent Hill 2, notamment Pyramid Head, qui normalement est directement lié à James, donc le héros de Silent Hill 2, puisqu'il représente la culpabilité, le poids de la culpabilité avec ce masque métallique très lourd, et aussi l'appétit sexuel de James, puisque en plus l'apparition de Pyramid Head dans le jeu, moi que je la trouve formidable, c'est vraiment tu ouvres une porte et au détour d'une cuisine, Pyramid Head est en train de violer un autre monstre. Moi, je trouve que c'est une super entrée en matière, alors que là, dans le film, je trouve que l'apparition de Pyramid Head est un petit peu ratée, notamment à cause de ces scarabées, cafards numériques qui ont un peu mal vieilli. Autant les effets pratiques sont toujours très très beaux, Pyramid Head fait toujours aussi peur, mais je trouve que tous ces cafards-là, ils fonctionnent plus. Ils fonctionnent plus, tout comme les effets de chair carbonisée sur les Grey Children. Je trouve qu'ils rendent pas hommage aux monstres, et notamment au travail de la danseuse qui les a interprétés. Autres monstres qui sont mes petites préférées, et je tiens à les mettre en avant, ce sont les infirmières de Silent Hill. Elles aussi viennent de Silent Hill 2, même s'il y a des infirmières dans Silent Hill 1, mais qu'on appelle plutôt les puppet nurses, qui n'ont pas du tout la même apparence. Ici, Campanella fait un travail incroyable de chorégraphe avec ces infirmières sans visage qui sont comme des mannequins, elles ne bougent pas, et dès qu'elles s'activent toutes et en même temps, avec des mouvements très saccadés, mais en même temps parfaitement millimétrés. Et je trouve que la scène des infirmières fonctionne à merveille. Elles sont superbes, elles font très très peur. Je pense que Campanella s'est inspiré de la chorégraphe Maggie Marin, qui a fait un spectacle dans les années 80 qui s'appelait Maybe, de 10 interprètes qui sont couverts d'argile pour donner une impression de décomposition, de saleté et de maladie. Ce sont des personnages inspirés de Samuel Beckett notamment, et qui bougent comme ça, on va dire comme des bancs de poissons, c'est-à-dire de manière extrêmement synchronisée, comme s'ils n'étaient qu'un seul corps. J'ai eu la chance de voir ce spectacle, allez-y si ça passe un jour chez vous. Mais voilà, je pense pour moi, ça m'a tout de suite fait penser à Maggie Marin, et les infirmières fonctionnent extrêmement bien.
Un peu moins dans la suite, mais bon, bref. Et en fait, elles viennent de Silent Hill 2 puisqu'elles sont censées représenter la maladie de Mary, donc la femme de James, que James vient chercher dans Silent Hill 2, qui lui a écrit une lettre pour lui donner rendez-vous à cet endroit alors qu'elle est déjà morte. Donc les infirmières sont ici la représentation de Mary et aussi de sa violence verbale envers son mari lorsqu'elle était malade. Et il y a ce fameux monstre sans bras qui est absolument formidable, qui a demandé beaucoup de travail de chorégraphie aussi, puisque tenir en équilibre, en fait on voit pas, mais il a des chaussures à plateforme pour avoir cette silhouette très grande, très désincarnée et avec des proportions qui sont un peu effrayantes. Et du coup, celui-ci représente plutôt le sentiment d'étouffement du personnage de Mary de Silent Hill 2, je précise, puisqu'elle a une maladie des poumons dans le jeu. Et aussi, en fait, c'est effectivement la camisole de force, comme vous l'avez dit, mais ça peut être aussi le sac mortuaire. Et je n'en dirai pas plus. Faites Silent Hill 2. Si j'en dis plus, je spoil. Bref, on a vraiment des très très beaux monstres, mais qui viennent de Silent Hill 2, donc qui sont pas trop la projection des problèmes des personnages dans le film, sauf un qui est un monstre complètement original, c'est Colin, le concierge, qui est absolument terrifiant, qui lui aussi est joué par Campanella, qui est, on le comprend, le concierge qui a agressé sexuellement Alessa, et du coup qui est attaché comme ça dans les toilettes, dans une position très inconfortable, désarticulée, avec du fil barbelé, et qui a un indice comme ça dans la bouche. Et donc lui, pour le coup, il est vraiment une représentation des problèmes d'Alessa, puisqu'il est évidemment, il représente la perversion de la pédophilie. Et, les marques sur son corps sont censées représenter des maladies vénériennes. Les mouvements de la langue, c'est une idée de Campanella, les mouvements de la langue dégueulasses qui rendent le côté pervers du personnage. Et il serait inspiré de Caliban, donc le personnage de La Tempête de Shakespeare. Donc voilà, on a toute cette galerie de monstres qui sont inspirés de plein d'œuvres d'art différentes, mais qui sont tous extrêmement dérangeants dans leurs proportions, dans ce qu'ils représentent, et qui sont censés... En fait, Silent Hill, là je sais un petit peu l'axe de Mylène, mais Silent Hill est l'endroit où les peurs et les problèmes des personnages se représentent matériellement. Donc, ça rend les monstres très intéressants, mais je trouve que c'est dommage d'avoir pris Pyramid Head, qui est un monstre effectivement lié à la perversité masculine, ce qui va très bien avec le personnage de James, mais beaucoup moins avec le personnage, des personnages très féminins de Silent Hill 2, de Silent Hill, le film, parce que ça, c'est intéressant aussi, c'est qu'on a une histoire pratiquement entièrement féminine, à part les aventures de Boromir, mais voilà, on a un truc qui est une problématique de mère en fille, et c'est dommage, on aurait pu avoir des monstres qui correspondent plus à ces problématiques-là, mais il n'empêche que les monstres de Silent Hill sont très très beaux, ils ont très bien vieilli, et c'est un très beau travail de chorégraphe et de maquilleur, donc bravo. Après, je pense que si Pyramid Head est là, ça pue le choix de fans. Bien sûr, tu peux pas ne pas mettre Pyramid Head en fait. Bien sûr, et en plus Pyramid Head, c'est un super personnage de cinéma. Bien sûr que t'as envie de le mettre, il est superbe. C'est ça. Il est superbe. Plaisir. Avec ses petites fesses là, non. À côté, le studio aussi peut peut-être aussi influencer ça en mode c'est notre personnage le plus iconique. Beaucoup de gens identifient Silent Hill avec ce protagoniste, donc forcément, peut-être qu'à côté le studio a dit trouve un moyen de le placer quoi. C'est oui, le bien sûr. Quoi. C'est le boogeyman, mais c'est dommage parce que il est en lien avec James en fait, il est pas en lien avec Alessa, et bien sûr. C'est un peu dommage. Bien sûr, ça c'est comme chez Resident Evil avec le liqueur. Oui. Qu'est-ce qu'on en bouffe des liqueurs chez Resident Evil ? Ras le cul quoi. Alors que ça n'a aucun rapport, c'est que dans le 2 de base. Enfin bon, je pense que c'est des trucs pour faire plaisir aux fans. De mon côté en tout cas, je vois ça comme ça. T'as parlé de l'axe de Mylène, on va pas encore passer à Mylène, on va d'abord voir si le film passe le test Dario. Est-ce qu'il est Dario-proof ? On est à combien sur l'échelle de Dario là ? J'aurais pas de note à lui donner, j'avais pas prévu de lui donner de note, vous me prenez un peu au dépourvu. Non, le film est bien, je vais pas bouder mon plaisir pour une fois. Je trouve que on l'a déjà dit, Mathieu, tu l'as dit au tout début, mais le film est beau quoi, visuellement. Le film a vraiment de la gueule, même si je suis d'accord avec Amélie que notamment les scarabées, tu sens que c'est du numérique de 2006. Du coup, forcément, ça vieillit plus vite, mais à part ça, c'est vrai qu'il est assez inattaquable sur la réal et la lumière, surtout qui est plutôt somptueuse.
malgré ça, le film il reste quand même inégal, je trouve. On parlait en rigolant des aventures de Boromir, bien sûr c'est une ref à Karim Debache, j'imagine que tous les gens qui écoutent l'épisode ont déjà vu, mais tous ces passages en fait où on voit Sean Bean en train d'enquêter sur où est-ce qu'est ma femme, où est-ce qu'est ma fille, je trouve qu'ils entachent vraiment la progression du film et la narration en fait, ça ralentit vraiment à chaque fois. Parce qu'au fond, on s'en fout un petit peu et ça rentre un peu dans ce souci de, à la fin, ils expliquent tout parce qu'en fait, pendant toute la partie de Boromir, on commence à essayer d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé à Silent Hill, machin. Ça crée pas trop de mystère et ça donne beaucoup plus de clés de compréhension que ça n'offre de mystère, je trouve. Donc je trouve que ça, c'est vraiment le gros point noir du film. Et en revanche, pour contredire Amélie pour une fois, moi je trouve que le film devient vraiment flippant quand c'est les humains qui sont les monstres en fait. Donc quand on arrive plutôt à la fin et que y a cette secte qui brûle Sibyl, tout ça, je trouve que la folie des personnages, évidemment que le côté un peu secte c'est vu et revu, mais la folie des personnages et le fait que Christophe Gans il les laisse un peu faire ce qu'ils veulent. Ils sont tous fous un peu d'une manière différente chacun, etc. Et celle qui fait la gourou de la secte, c'est vraiment la méchante de base dans je sais pas, dans pas la Belle et la Bête, mais comment le truc avec la princesse qui dort, la Belle au Bois dormant. La Belle au Bois dormant, putain, ouais, désolé, c'était une longue journée. La Belle au Bois dormant. Je trouve que c'est vraiment la méchante de base en fait d'un film que tu peux voir, mais c'est le côté en fait sain, je trouve, mais sain avec un T, où en fait elle a ça c'est dans une église et ça la rend vraiment vraiment imposante, je trouve, même si encore une fois les acteurs ils sont un petit peu en roue libre, mais je trouve que voilà, la folie des personnages, pour moi c'est ça qui m'a plus mis mal à l'aise que les créatures en fait, si on compte pas le concierge dont t'as parlé Amélie évidemment, qui lui est absolument dégueulasse. Et pour terminer, parce que je vais pas trop en dire, le film il a un aspect noble en fait, et c'est ça que je vais retenir je pense de ce visionnage là. Comme Mathieu et Romain vous l'aviez dit, Christophe Gans, on sent que c'est un fan en fait, mais pas un fan juste de jeux vidéo. C'est un fan de pop culture, c'est un fan de ce qu'aujourd'hui on considère juste comme étant de la culture, plus du tout de la culture geek ou quoi. Et en fait, on sent que les moyens du film, donc pécunier, vraiment l'argent, ils ont été mis au bon endroit. Comme elle a dit Amélie, pour les contorsionnistes, les chorégraphes, les effets visuels sur les monstres, etc. Même si bon, les scarabées, ils accusent leur âge. Le film arrive en plus à un moment où ces adaptations de jeux vidéo, elles avaient plus ou moins aucun intérêt et elles n'étaient pas faites par des gens qui en avaient quelque chose à foutre, autant que Gans en avait quelque chose à foutre de ce film-là, je trouve. Donc c'est pour ça que le film il a un aspect noble et qui ressort vraiment quand on parle d'adaptation de jeux vidéo des années 2000 ou même juste d'adaptation de jeux vidéo en général, parce que c'est un gars qui en avait quelque chose à foutre qui l'a fait, quoi. Et la preuve en est qu'il y a pas mal de trucs qui ont été rajoutés dans le film par Gans, qui sont des idées en fait qui n'étaient pas issues des précédents jeux Silent Hill, qui ensuite ont été reprises dans les autres jeux Silent Hill sortis après le film de Gans. Il y a plusieurs choses, il y a notamment cette espèce de grand panneau vert qui dit Bienvenue à Silent Hill, qu'on retrouve dans des jeux qui vont arriver après. Et il y a aussi surtout le passage d'une dimension à une autre. Quand on passe de la dimension brumeuse à la dimension métallique, quand Alessa en fait est en train de piquer une crise de rage, ça se fait pas juste avec une sirène et un fondu au noir. Ça se fait avec une sirène qui retentit, mais au moment où en fait on était censé ne rien voir, là en fait on a un personnage qui prend sa lampe torche et qui regarde ce qui se passe autour d'elle, et là ce qu'on voit c'est que les murs se dégradent et il y a une espèce de peau qui commence en fait à se détacher et à tomber en lambeaux. Et du coup symboliquement c'est très fort parce que c'est pas juste on passe d'une dimension à une autre avec un simple changement de décor. Ce que ça traduit, c'est que la colère d'Alessa est tellement forte que elle arrive en fait à tordre une dimension pour la faire passer d'un état normal à un état super vénère avec des flammes, de la rouille, où ça sointe en fait la colère dans tous les sens. Et ce que disait Christophe Gans en fait en interview, c'est que c'est pas juste une transition d'un état à un autre. Littéralement, ce qui se passe en fait sur les murs, c'est ce qui se passe sur la peau d'Alessa, c'est ce qui s'est passé sur sa peau à elle. C'est un écorchage. Je rajouterais un truc concernant les scènes de Sean Bean qui dérange tout le monde. C'est des reshoots.
Oui, Parce que le studio, à la lecture du film, c'est ça, ouais. Le studio a trouvé qu'il n'y avait pas assez de personnages masculins, en fait. Et ils ont voulu rajouter un point de vue masculin dans le film. Donc ils se sont dit, Sean Bean va tourner en rond comme un con pendant 1 heure. Mais ça n'apporte rien en plus, enfin vraiment. Ça va plaire aux mecs. Les mecs, ils adorent voir Sean Bean rien foutre, tu vois. Et donc voilà. Donc ça rajoute 20 minutes à un film qui, je trouve, est un peu long, en fait. Ah bah oui. Et s'il n'y avait pas ces scènes-là, le film serait beaucoup plus digeste, déjà en termes de narration et juste en termes de durée du film, quoi. Internet, vous avez entendu, il y a bien un montage du film fait par un fan edit, qui retire toutes les scènes de Sean Bean et qui circule Pour une depuis fois, des ils ont tué Sean Bean. Bah ouais, mais en fait, de base, il avait un tout petit rôle, il était là au début du film parce que bah, c'est le mec de l'héroïne et compagnie, il dit bonjour, puis au revoir, et c'est tout. Donc ils ont juste gardé cette séquence-là, puis ils ont enlevé le reste parce qu'en fait, ça sert absolument à rien, quoi. Donc voilà. Voilà pour l'anecdote. Et juste pour terminer quand même sur mon avis sur le film, je trouve que la scène de fin qui fait référence à un hentai visiblement que je connaissais pas, et parce que je suis pas comme Romain, je suis pas un gros dégueulasse, je ne lis pas de hentai. Moi je trouve qu'elle est un petit peu sortie de nulle part et je suis pas très fan de ce truc là. Je ne dément pas, notez-le. J'attendais ta réaction, mais du coup aucune réaction. Je trouve que c'est un espèce de bouillie un peu numérique qui vient un petit peu gâcher l'abondance d'effets pratiques qu'il y avait dans le film avant. Et moi j'avoue que ça me perd un petit peu parce qu'il y a un côté voilà très film d'action des années 2000 où on termine par une bouillasse numérique qu'on retrouve encore aujourd'hui dans certains blockbusters. Donc le film me perd un peu par certains moments, mais je dois bien avouer que le film est quand même de bonne facture malgré tout ça, quoi. Ouais, et puis c'était il y a 20 ans et il a quand même un bon budget, je crois, il y a 50 millions de budget, ce qui est beaucoup hein, pour un film de genre. Mais il y a tellement de thunes qui a dû passer dans les maquillages et les décors. Les décors, ouais, il y a énormément de décors, je sais plus, mais des centaines, quoi. Et si vous avez l'occasion de voir le making-of et la décoratrice, elle est très calme, on a l'impression qu'elle s'en fout de ce qu'elle raconte, mais je pense que c'est quelqu'un d'extrêmement pointilleux et elle est fascinante, quoi. Bah ça se voit à l'écran de toute façon, parce que c'est fou au niveau décor. Mylène, toi, quand je t'ai demandé ton axe d'analyse pour ce soir, t'as répondu une réponse extrêmement joviale. Comme le disait Amélie tout à l'heure, c'est la route comme purgatoire. Déjà, si j'aime le film, c'est pas... Bien sûr qu'il est beau visuellement, l'ambiance est vraiment chouette et tout, mais ce qui m'a vraiment marqué à l'époque et encore aujourd'hui sur le film, c'est vraiment le traitement des personnages et les thématiques qu'il aborde. Donc la fatalité, le lien mère-fille, le rêve, le deuil et surtout le purgatoire. Parce que, en fait, j'adore les films de purgatoire. Et d'ailleurs, c'est souvent que quand je comprends pas un film, je dis « Ah, trop bien, c'est le purgatoire ». Mais là, je crois que j'ai compris quand même. C'est vraiment pas... j'étais pas à l'arrache dans mon truc. Hein. Donc, effectivement, si je boude pas mon plaisir devant les effets de frayeur de Silent Hill, c'est vraiment, encore une fois, pour ces personnages que j'aime le film. Le long métrage, il s'articule autour de Rose, de Sharon. Et justement, là, je vais un peu pas être totalement d'accord avec vous. Je trouve que les scènes de Christopher, il y en a trop, mais elles sont pas totalement inutiles en fait, parce que déjà c'est chouette de voir que Christopher pour une fois ne prend pas totalement sa femme pour une folle. C'est un trope qu'on retrouve beaucoup dans les films d'horreur, et là pour le coup juste il la cherche constamment et il comprend vite qu'elle est là sans être là, et bien sûr ça surexplique la dimension, le fait qu'elle soit possiblement morte. Au départ, on n'en est pas trop sûr, mais que du coup, elle évolue pas dans le même monde que Christopher. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup, Christopher, il est complètement tributaire des actions du long métrage et notamment des attaques des monstres. Et finalement, moi, j'ai eu pas mal d'empathie pour ce personnage parce que j'ai eu l'impression que Christopher, il était vraiment à la place du spectateur qui, en fait, peut vraiment pas du tout impacter sur le long métrage. Et donc, j'ai trouvé que ça apportait une notion... cette notion-là, et justement, moi, ça m'a rendu encore plus empathique pour la famille Da Silva. Je suis avec vous, allez, on the road. Oui, je l'ai placé. Et justement, ça montre aussi à quel point Rose et Sharon, dès le départ, même avant de mourir sur cette route, elles sont en complet décalage avec le monde qui les entoure. Et en fait, il y a presque, elles ont formé un espèce de cocon, une bulle entre elles deux, et elles sont presque aussi en décalage avec le monde des vivants. Il y a notamment une scène avant qu'elles arrivent à Silent Hill où en fait elles s'endorment sous un arbre, et ça fait vraiment écho à Alice au Pays des Merveilles. Et là, encore une fois, alors qu'elles sont pas encore à Silent Hill, elles sont proches d'une route. Et à partir de ce moment-là, en fait, on a vraiment la sensation qu'il y a un côté un peu
une fatalité en fait autour de nos personnages, que la faucheuse elle est déjà pas très très loin d'elle et qu'en fait elles vont pas faire long feu. Et à partir de ce moment-là, on a effectivement le motif de la route qui se répète. La route, c'est un motif très important dans l'iconographie de Silent Hill. Et on le voit d'ailleurs dès la scène d'ouverture, lorsque Sharon est en pleine crise de somnambulisme. Elle accompagne les personnages tout au long du film. Par la suite, Rose et Sharon, donc encore une fois, elles s'endorment près de l'arbre. On retrouve la route. Un peu plus tard, elles auront un accident de la route avec une policière. Un accident qui sera sûrement fatal pour les 3 femmes. Et en fait, suite à cet accident, Rose, sa fille et la policière vont être propulsées. On dirait que je commence une blague, mon Dieu. Elles vont être propulsées, un peu malgré elles, dans le monde de Silent Hill. Et dans ce sens-là, en fait, le long métrage, il coche tous les tropes d'un sous-genre qui est The Highway Horror Tradition. Désolée pour mon accent de merde. La Highway Horror Tradition, elle reflète les anxiétés liées à l'American Life. Et elle peut être divisée en 4 catégories. Donc ça, c'est quelque chose qui a beaucoup été traité dans pas mal d'essais. Pas du tout en français, hein, c'est des essais américains. Et donc, on peut du coup les traiter en 4 catégories. Donc, les films d'horreur de motel, tels que Psychose ou encore Identity. Les longs, en fait, où la route devient elle-même une némésis. Donc, comme dans Duel ou encore The Hitcher ou encore Monster Man. Les films de serial killer de la route, tels que Death Proof, que j'adore. Et enfin, le dernier de la catégorie dont fait partie Silent Hill, l'accident de la route qui est fatal pour nos protagonistes tels que Carnival of Souls, Wreckers ou encore Dead End. Donc ici, Silent Hill, c'est vraiment une ville maudite qui est similaire à la ville dépeinte dans le long métrage de Michael Soavi, Dès la mort. C'est une sorte de passage de purgatoire pour les âmes damnées de Silent Hill, mais aussi pour les âmes perdues en général. Dès lors qu'elles sont propulsées dans Silent Hill, ces 3 femmes vont découvrir un monde hors du temps dont les frontières ne sont pas toujours perceptibles. Donc là, la brume, ça apporte vraiment cette notion. En fait, il y a à la fois une délimitation de la ville sans en avoir vraiment une. Et comme bon nombre de films de la Highway Horror Tradition, Silent Hill compte le parcours de ces âmes perdues entre la vie et la mort qui sont coincées malgré elles dans un espace limité. La route en elle-même, pour Dead End, est une ville dans Carnival of Souls. Cette limitation géographique est aussi là pour signifier l'état d'entre-deux de nos personnages qui ne font plus partie du monde des vivants, mais restent vraiment entre la vie et la mort. Après son accident, Rose se réveille dans un monde brumeux enneigé par les cendres de la ville qui tombent sans cesse. Encore une fois, l'imagerie rappelle fortement celle de Dès la mort. Le fait qu'on ne voit pas clairement les délimitations de la ville de par la brume donne encore plus cet effet de prison dans une boule de neige. Ça, c'est encore aussi un motif qu'on retrouve dans Dès la mort. Des âmes égarées de Silent Hill, il ne reste que leur souffrance, leur regret et leur haine. Silent Hill est à l'image des sentiments qui persistent dans cette ville. La ville est comme une boule de neige, une prison qui représente les combats des personnages et leurs combats intérieurs surtout, afin de revenir parmi les vivants ou d'accepter leur mort. Ils choisissent de rester dans cet état de semi-mort afin de nier qu'ils ne font plus partie du monde des vivants. Rose devra alors faire figure de guide afin de les guider vers la vérité, la mort, et laisser la faucheuse entrer dans leur église. Encore une fois, à l'image de la ville de Dès la mort, nos personnages tenteront en vain de sortir de la dite ville et de trouver une issue. Dans Dès la mort, c'est le vide qui attend nos 2 personnages principaux. Dans Silent Hill, Rose est prisonnière d'une réalité alternative dont elle ne pourra pas sortir. Elle se retrouve aussi face au vide, à une route sans issue lorsqu'elle tente de trouver son chemin dans la ville de Silent Hill. La ville de Silent Hill, mais en fait, il faut qu'on fasse un jeu à boire avec Silent Hill, parce que je crois qu'on l'a beaucoup dit. La ville de Silent Hill n'est plus que l'ombre d'elle-même. Elle est nourrie par les âmes qui refusent de faire face à leur mort et décident un peu, malgré elles, de vivre dans un état de coma entre la vie et la mort. Cependant, Rose semble entretenir un lien fragile entre le monde des morts et celui des vivants, et ce par le biais de Christopher. Et bien sûr que ça surexplique le film, mais c'est là où je trouve que c'est pas déconnant en fait que les scènes de Christopher aient été rajoutées, pas toutes effectivement, mais moi je trouve que ça donne encore un peu plus de sens au film. Et il y a aussi une dimension de processus de deuil par le personnage de Christopher qui fait que moi j'ai encore plus d'empathie pour les personnages. Justement, notamment dans la scène finale, où il s'est complètement résigné en fait à trouver sa femme et sa fille, après avoir le pauvre tourné complètement en rond. Mais pour une fois, Sean Bean ne meurt pas dans un film et je trouve ça très très chouette. Et il est dans cette maison complètement vide tandis que les fantômes de sa femme et sa fille s'accrochent à ce qu'elles aimaient de leur vivant. Et elles sont enfin sorties de Silent Hill, mais elles sont bel et bien mortes. Elles ont réussi à sortir du cauchemar, mais je trouve que cette fin, elle est hyper touchante et ça appuie encore une fois que Silent Hill, c'est vraiment pour moi, le purgatoire par la route. Je sais pas si c'était très clair, mais merci, voilà. Et j'avais un dernier point. Si. Tu m'as perdu et t'es revenu très bien dedans à la fin. Parce que j'ai quand même souffert pour ce dernier petit point, qui parle plus du tout de la route. Mais du coup, en revoyant le film, je me suis dit que l'un des monstres, certains monstres me faisaient penser à un truc d'art contemporain que j'avais regardé quand j'étais aux Beaux-Arts.
Et du coup, je me suis retapé les 5 films. C'est un cycle expérimental réalisé par Matthew Barney. Leur durée, elle varie entre 41 minutes et plus de 3 heures. C'est un vrai délice, sans jeu de mots. Hein. C'est très très chelou à ne pas regarder un dimanche, mais c'est assez impressionnant. Et ça s'appelle Cremaster. Et notamment, en fait, dans le 3e Cremaster, il y a une espèce de personnage qui a un chiffon avec plein de sang, qui a un look très chelou. Et justement, il y a cette notion dont avait parlé Amélie par rapport aux monstres, de danse, d'art contemporain, de mise en scène. Et j'ai des doutes sur le fait que possiblement les monstres aient pu être inspirés par Matthew Barney. Voilà, c'est tout. Merci. Moi, Mylène. je peux juste poser une question à Mylène, Romain. Vas-y. Si Silent Hill, c'est le purgatoire, la maison sans le mari, c'est le paradis. Moi, je pense qu'elles ont, en fait, elles ont accepté. La Silent Hill, c'est vraiment un état en fait entre les deux où les personnages refusent totalement d'accepter qu'ils sont en fait morts. Et justement, Rose, elle est là parce qu'il y a tout un truc où on dit qu'ils peuvent pas rentrer dans l'église, que cette église, elle empêche en fait, en gros, les personnes qui refusent qui ont une espèce de foi un peu chelou, la secte, s'accrochent à une foi pour ne pas mourir. Et du coup, toutes ces âmes égarées, elles sont en fait complètement enlisées dans Silent Hill. Et quand Rose et Sharon, elles arrivent enfin à sortir, je sais pas si elles sont encore dans leur purgatoire personnel, puisque du coup, elles retournent vers Christopher, mais j'ai l'impression qu'il y a une forme de paix quand même, parce qu'elles sont plus coincées à Silent Hill. Et elles retournent vers ce qu'elles aiment le plus. Et dans certaines visions, dans les films du paradis, on a cette notion-là où il n'y a pas de paradis, comme on pourrait l'expliquer avec les petits nuages, tout ça, mais c'est que tu retournes vers les personnes que tu aimes le plus. Et là, en l'occurrence, elles ont retrouvé leur chemin. Elles ont enfin réussi à reprendre la voiture. Elles sont plus coincées avec une route qui est complètement cassée. Et elles ont réussi à retrouver Christopher. En plus, si on prend l'échelle de Jacob comme inspiration pour Silent Hill en général, on est quand même sur un truc un peu similaire. Oui, mais c'est juste, ma question, c'était plus par rapport à vraiment la maison, parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un côté état de transition encore dans cette maison, puisqu'on reste aussi sans trop savoir. Moi, j'ai l'impression que le film, il essaie de nous dire il y a encore du chemin à faire pour que c'est. Après, peut-être qu'elles ont besoin de revenir vers Christopher pour régler leur propre, leur propre conflit intérieur, quoi. En fait, elle se retrouve même si Sharon, elle avait besoin de revenir à Silent Hill, finalement, c'est des problèmes qui les impactent pas. En fait, elle se retrouve coincée dans une espèce de toile d'araignée malgré elle. Et parce qu'il y a une certaine forme de fatalité, et du coup, en fait, leurs vrais problèmes et leurs vrais trucs à résoudre sont dans cette maison avec Christopher. Peut-être que c'est ça aussi. Ouais, surtout qu'on a l'impression que leur couple, ils s'aiment fort, mais que en ce moment, ça va pas trop au début du film. Je trouve qu'il y a un peu ce truc-là, donc ça fait du sens. C'est très typique de Silent Hill, hein, le problème de couple. Petit souci. Après, la fin est pas, je trouve, mise en scène d'une manière un peu cauchemardesque ou négative. C'est pour ça que moi, je suis d'accord avec Mylène, à part plutôt calme, je trouve. Et même Christopher, tu vois aussi, il y a tout un truc de... en fait, il s'est résigné, il vit hyper mal, tu vois qu'il est complètement en dep parce que ça fait je sais pas combien de jours qu'il tourne en rond en fait en essayant de trouver sa fille et sa femme. Et en fait, il y a toujours ce truc-là où il la sent. Il sent son odeur quand il va à Silent Hill et tout. Et du coup, quand elle passe, quand elle arrive enfin à la maison, tu vois qu'il se sent soudain hyper soulagé. Et en fait, presque, ça pourrait être un film... il y a plusieurs points de vue et c'est pour ça aussi je trouve ça intéressant de pas complètement enlever Christopher parce qu'il y a toute cette notion de deuil qu'on n'arrive pas à faire et du coup Christopher il est assez intéressant là-dedans. C'est que lui aussi à la fin il y a aussi une forme d'apaisement de son côté. Je sens pas trop dommage que ces d'apaisement de son séquences côté, soient mises un peu soient forcées dedans quoi. Parce que c'est quasiment un autre film ça. Avant de passer au terrible Silent Hill Révélation. Oui, merci. Et toi, voilà. Ouais, dévier le débat sur sa super suite. Moi, mon premier jeu Silent Hill, je l'ai commencé assez tard. Je l'ai découvert tard puisque j'étais plus un fanboy de Resident Evil. Je préférais tabasser des Espagnols dans la forêt plutôt que de me perdre dans des villes mystérieuses. Et j'ai découvert ça avec un jeu qui s'appelle Pity. Est-ce que vous vous souvenez de Pity ? Oui. Qui avait traumatisé tout le monde. Pour ceux qui nous écoutent, qui n'ont pas connu Pity... Ouais. C'était une démo gratuite qui s'appelait juste Pity, la lettre PT, qui est sortie sur le... Pourquoi tu le dis en anglais, pas en français, Romain ? PT. MDR, qu'est-ce qu'on se On marre. en revient toujours au pro. Démo gratuite sur le PlayStation Live de l'époque qui a débarqué comme ça du jour au lendemain, et c'était un FPS où tu te baladais dans une maison
tu tournais en rond, tu ouvrais une porte, tu revenais au début, ainsi de suite, et puis il y avait des apparitions fantomatiques et beaucoup de trucs très flippants qui ont vraiment marché à l'époque sur les gens, et à la fin il y avait une cinématique qui révélait que tu jouais en fait Norman Reedus, et le PT devenait Silent Hills, qui était un jeu avec, je crois, c'est Hideo Kojima et Del Toro qui étaient impliqués, Ouais. et c'est jamais sorti. Et donc la démo est devenue un peu culte parce que c'était un teasing d'un truc qui ne s'est jamais fait. Et d'ailleurs, ceux qui ont une PS4 avec cette démo, d'ailleurs, votre PS4 veut beaucoup d'argent actuellement, au passage, parce qu'elle a été retirée du PSN après. Enfin voilà, c'était ma première expérience avec ce monde-là. Et après, j'ai vu le film, qui avait en effet une bonne réputation, mais ça m'a jamais intéressé, Silent Hill de base. Parce que ça avait cette notion de... Je vais dire un truc terrible, je veux pas dire jeu chiant, mais quand tu viens de Resident Evil et que tu veux juste taper des gens et tirer partout, Silent Hill, ça a l'air d'être le petit frère beaucoup plus zen, beaucoup psychologique, voilà. Bah c'est pas le petit frère plus zen en fait, c'est l'adulte, tu vois. Enfin, voilà, Resident Evil, en fait, c'est un truc d'adolescent, et Silent Hill, c'est un truc d'adulte. Ça parle de problématiques adultes, là où pour moi les joueurs de Resident Evil, avec tout le respect que je peux avoir pour eux, enfin c'est des gamins puceaux qui défouraillent des zombies, tu vois, en se pétant dessus, tu vois. Enfin, Vas-y, on discutera après le podcast, mais d'un côté, tu n'as pas tort sur certains trucs. Quand on voit les heures sombres de la saga Resident Evil, on ne peut pas t'en vouloir. Et je me suis dit, putain, mais il y a un truc en fait. Et donc, en effet, je me suis maté Silent Hill un jour, quand je suis devenu adulte, parce que c'était il y a bientôt 12 ans, tout ça, 12-13 ans, pitié. Le mot qui me vient en tête, principalement, c'est viscéral. Ça fait pas peur, mais il y a des visions de cauchemars, notamment en fait la première séquence de transformation de la ville, où elle se retourne, t'as un bébé qui crie bizarrement, t'as tout qui part en couille. Cette séquence est folle. Et le film, je trouve d'ailleurs, ne s'en remet jamais, à part dans son final totalement ouf, qui part en gros hentai tentacule barbelé de folie, là. Mais moi, comme vous, en fait, en dehors des scènes de Boromir, c'est vraiment bien. Et il y a un nom qu'on n'a pas cité dans ce podcast et qu'on doit citer si on parle de Silent Hill, c'est Akira Yamaoka. Vous l'avez? Non. Il est mort récemment. David Lynch. Ah, oui. Qui est quand même une des plus grandes inspirations de Silent Hill, notamment Lost Highway, qui est qui a très inspiré Silent Hill 2, le jeu, donc j'espère qu'on retrouvera ça dans le film, mais j'aime bien cette boucle, en fait, que tu retrouves beaucoup d'éléments, la ville un peu mystérieuse, un peu embrumée, avec ses petits mystères, ces gens bizarres, etc. Et quand j'ai commencé à jouer à Silent Hill, je me suis dit, putain, mais il y a beaucoup de Lynch, en fait, dedans, quoi. Et ça, on me l'aurait dit avant, j'aurais été direct plus client. Ce n'est pas que du Lynch, je tiens à préciser, c'est pas un copier-coller ni rien, même si t'as des mecs qui font des analyses de fou sur les différences entre les similitudes entre Lost Highway et Silent Hill 2, et si vous voyez cette liste, en fait, vous voyez que c'est quasiment un copier-coller sur plein de trucs, quoi. Le protagoniste qui se crée un monde dans sa tête, qui a perdu sa femme, qui la cherche, qui se réfléchit dans son cerveau, enfin c'est n'importe quoi. Donc voilà, si vous aimez David Lynch, Silent Hill, ça va être votre cam. Que ce soit, alors peut-être pas moins le film de Christophe Gans parce qu'il est pas très lynchien dans l'âme. On peut peut-être voir des similitudes avec la petite ville embrumée et Twin Peaks, mais c'est vraiment léger. Mais ouais, moi j'aime beaucoup. Surtout Gans par rapport à des Uwe Boll ou des Paul W.S. Anderson, même si ça me fait mal de dire ça parce que j'adore mon petit Polo. En fait, il croit en son matériel de base original. Tu vois, il croit en son jeu vidéo, il croit du coup en ce qu'il filme et ce qu'il met en scène, et ça se ressent. Là où des Uwe Boll n'ont rien à foutre de ce qu'ils filment quand ils font un House of the Dead, ou un Far Cry, ou un Blood Rain, ou tout ça. Bon, Paul Anderson, il croit à ce qu'il filme, juste il sait pas ce qu'il filme. C'est autre chose. Ouais, voilà, je pense qu'il a pas joué au jeu, c'est un autre problème, c'est un autre épisode, ça. Mais voilà, Gans, il a vraiment une certitude qu'il est sur une mine d'or, et il donne tout pour le mettre en scène de la meilleure des manières possibles. Rien que Pyramid Head, le fait que ce personnage passe bien à l'écran, ça témoigne d'un œil de folie. Parce que sur le papier, c'est quand même un mec à moitié à poil, en tenue de boucher, avec une pyramide sur la tête, comme l'a dit Amélie. C'est pas censé bien passer. Et à côté, en 2006, même époque, Resident Evil 3 de Russell Mulcahy, Extinction, met en scène le tyran, qui est aussi l'autre gros bad guy de Resident Evil. Et c'est ridicule. C'est juste un mec en jean avec une grosse tentacule sur la main. Et là, on aurait pu avoir ça si on avait eu un autre mec que Christophe Gans sur Silent Hill, quoi. Donc je m'estime heureux qu'on ait eu cette adaptation qui était peut-être pour moi la seule vraiment
bonne adaptation du milieu du jeu vidéo. Après, il y a eu Sonic. Super Mario Bros, c'était incroyable. Il y a Mario aussi. Hein. Ouais. Le film d'animation Mario. Oui. En live Super action. Mario Bros, la live action. C'est l'animation Super Mario. Ah oui, moi je parlais pas du. Il est incroyable, c'est un banger. Parce que le live action Mario, il est compliqué. Encore le purgatoire. Non, il est novateur sur le cyberpunk. Incroyable. Oui, bien sûr. Mais c'est magnifique, c'est magnifique. Avec Yoshi, le dinosaure bizarre là. On en reparlera dans un autre épisode. On va passer. Cultiver tes mycos, Tati. Non, mais Mario le film, je comprends son attrait nostalgique parce qu'il est complètement débile, il est complètement drôle, mais même s'il y a un montage alternatif qui existe avec que des insultes et des dialogues trash que j'aime bien, voilà. Mais bon, bah, je t'en l'enverrai, il est beaucoup plus long et tu vois John Leguizamo qui insulte un mec de gros connard dans la rue, enfin c'est n'importe quoi. C'est un autre épisode, on dévie les enfants. On va revenir quand même à la raison même de cet épisode, Silent Hill Révélation, quand même, qui mérite toute notre attention. Qui l'a revu pour le podcast qu'on rigole un peu? Moi. Mais moi, je voulais pas souffrir, hein, tu crois quoi? C'est bon, hein. Lily m'a fait voir tous les Vice Academy, tu crois que je voulais ressouffrir? Attends, Toast. Les 2 premiers de la classe. T'oses dire ça, tu t'enfiles des franchises de navets, il y a 2 psychocop, ça va. Non mais moi, ce week-end, je me suis tapé 6 Vice Academy à cause de Lily. Donc franchement, j'avais Non mais j'ai vu les 6. T'as vu les 6 toi, Mathieu? C'est bien, Vice Academy. Parce que c'est bien au début. Mais après, c'est plus bien, Vice Academy. J'ai dû voir les 3 week-ends. J'ai vu les 3 premiers. Ouais, et bah vas-y, Matt. Mais c'est toujours mieux que Silent Hill Révélation, je te le dis, moi. Révélation qui est sorti 2012, je crois, dans cette période un peu sombre où tout sortait en 3D converti. Ouais. Et donc tout devait être un gimmick pour 3D, et ce film, malheureusement, est rempli de ça. Qu'est-ce qu'on en pense, les amis? Alors moi, véridique, c'est la seule et unique fois où j'ai failli me barrer d'une séance de cinéma, furieux par rapport à la merde que j'étais en train de regarder. J'y suis allé en toute connaissance de cause. Je savais que les critiques étaient absolument désastreuses, mais en tant que fan de Silent Hill, je me disais, voilà, j'ai attendu, j'ai espéré une suite au film de Christophe Gans. Cette suite, elle est en salle actuellement. Même si apparemment c'est pas très bien, je me dois quand même de la voir, quoi. La réalisatrice qui a fait ce film à l'époque avait déjà commis un film qui s'appelle Solomon Kane, qui était vraiment pas bien du tout. Donc déjà les espérances étaient pas très hautes. Le film fait à peu près tout ce qu'il ne faut pas faire pour un Silent Hill. En le revoyant là il y a quelques jours, je me suis rappelé vraiment pourquoi je l'avais détesté, et mon avis n'a absolument pas changé, dans le sens où le film ne fait absolument pas peur. Les quelques nouveaux designs qui sont ajoutés dans le film sont clairement plusieurs niveaux en dessous du film de Christophe Gans. Le monstre principal que l'on retient, c'est une espèce de Cénobite issu de Hellraiser 3, mais pas les bons Cénobites de Hellraiser 3, enfin le pire, celui avec des CD en travers de la gueule là. Bon, on a la même chose en fait dans Silent Hill Révélation, donc c'est catastrophique. En termes de logique, en termes de lore, si on veut vraiment raccrocher ce film-là au film de Gans, il y a plein de trucs qui viennent contredire ce qui ont été dit dans le film de Gans. D'un point de vue de la logique, il y a plein de choses qui ne fonctionnent absolument pas. Et moi, ce qui m'a complètement buté, c'est le fait que la lumière dans le film de Gans est parfaitement maîtrisée. Et la lumière dans ce film-là, elle a été faite par un aveugle, mais vraiment. La personne, en fait, avait trop peur de ne pas y voir, alors que c'est Silent Hill. Enfin bref, chaque scène, amusez-vous vraiment à compter ça, chaque scène, vous avez une ampoule qui clignote. Alors que c'est Silent Hill, on est censé en fait ne pas voir à 2 mètres. Mais vraiment, toutes les séquences horrifiques ou quoi, la personne en charge de la lumière s'est dit « Ah tiens, je vais mettre une ampoule qui clignote parce que c'est un film d'horreur. » Et vraiment, à partir du moment où vous captez ce truc-là, mais faites un jeu à boire, hein, franchement, ça se compte par dizaines. Et en termes de décor, tout pue le carton-pâte et les espèces de petits films plastiques cellophane torsadés et suspendus en fait à des trucs au plafond. C'est moche, c'est mal raconté. Les effets spéciaux en images de synthèse, même si certains sont peut-être un peu mieux faits que celui de Gans, je trouve qu'ils s'intègrent très mal. Il y a une créature toute en images de synthèse en fait qui est faite d'une espèce d'assemblage de pièces de mannequins, et clairement elle sort d'un autre film, hein. C'est pas possible parce qu'elle n'est absolument pas effrayante, elle est ridicule du début à la fin. L'affrontement final, outre le fait qu'il n'est absolument pas logique si on commence à décortiquer
pourquoi est-ce que telle créature affronte telle autre créature, ça n'a absolument aucun sens. Ça fait suite à l'apparition de la bad guy du film, qui est la sœur de Christabella, donc la grande méchante du premier film, qui là est jouée par Carrie-Anne Moss avec une perruque blanche, qu'on voit littéralement en tout et pour tout 5 minutes dans le film, donc on n'a absolument aucun attachement à ce personnage, le personnage meurt, on s'en fout royalement. Il y a Malcolm McDowell qui est venu prendre son chèque, qui vient aussi l'espace de 5 minutes, et pendant tout le film on a Jon Snow en fait qui essaye de taper une amourette avec l'actrice principale, et les aventures de Boromir qui continuent et dont tout le monde se branle. C'est une catastrophe absolue, c'est la négation de tout ce que Gans a pu faire avant. Encore une fois, mon avis n'a absolument pas changé, c'est une des pires merdes qui a été commise durant cette décennie en matière d'adaptation de jeux vidéo. Les effets 3D ne marchent pas, enfin bref, c'est un ratage du début à la fin. Les musiques sont placées n'importe comment. Le seul bon plan, la seule bonne idée du film, c'est le plan final. Et je dis pas ça parce que c'est le plan qui termine le film, c'est que vraiment il y a un truc, il y a une espèce de travelling avec un panoramique en fait où on passe d'une dimension à une autre. C'est la seule bonne idée visuelle du film. Tout le reste en fait c'est de la merde en manche. Rapide, efficace. Amélie, comment tu l'as vécu toi ? Pareil. Non mais il a déjà tout dit. Enfin, je veux dire, oh là là, Carrie-Anne Moss en cosplay Galadriel qu'elle a fait elle-même, c'est terrible. C'est terrible. Non mais vraiment, il y a pas grand-chose d'intéressant. Déjà, je pense très sincèrement qu'ils auraient pas dû faire une suite directe, c'est-à-dire avec les mêmes personnages. Je pense que comme chaque opus du jeu Silent Hill est une nouvelle histoire avec, on va dire, presque un nouveau Silent Hill à chaque fois, Silent Hill, ce n'est que la projection des personnages. Donc, ils auraient dû prendre des gens qui n'ont rien à voir et refaire un Silent Hill avec une autre histoire. Mais là, ils essaient de nous raccrocher les wagons avec le film d'avant. Du coup, ça n'a aucun sens. Et vraiment, c'est pas intéressant, ça apporte aucun lore supplémentaire et c'est moche, quoi. C'est moche, c'est terrible. Effectivement, il y a du film plastique enroulé autour d'un manège. Mais je me suis dit, mais c'est vraiment le niveau 0 du décor, ça, c'est pas possible. Et du coup, non, c'est vraiment, c'est pas intéressant. Ne regardez pas ça. Regardez-le si vous voulez voir ce qui se passait à l'époque de la 3D, quoi. Où chaque plan doit avoir un effet. On te remet des trucs du style il y a un artefact magique, il faut trouver les 2 morceaux. Enfin, tu vois, ça, c'est vraiment le truc de fainéantise absolue, je trouve, de faire ça. C'est un MacGuffin, quoi. C'est un MacGuffin. Pyramide Head est ridicule dans celui-là, au passage. Vous disais tout à l'heure, tu vois. Ah, il fait du vélo. Il fait du... Oui. Il fait du vélo avec ses petits crochets sur les tétons, là, il est mignon. Mais il est joué par le même acteur que dans le premier, donc il a toujours sa bonne démarche et tout. Il y a une scène quand même où il coupe les bras des prisonniers et il donne vraiment à la lame un air très très lourd, et ça marche très bien, ça fonctionne. En fait, le danseur, il sait faire, quoi. Il connaît le personnage, il connaît son corps, il bouge bien. C'est juste ce qu'on fait du personnage est pas intéressant, quoi. Et si la caméra le met pas en valeur, ça sert à rien. Moi, je suis désolé, mais t'as des plans qui sont suréclairés où en fait il perd toute sa mystique. Toi, c'est comme Freddy Krueger, hein. Entre Wes Craven et Rachel Talalay, il y a une légère différence de mise en scène, alors que c'est le même acteur pour Freddy, et c'est terrible. Et c'est un peu ce qui se passe dans ce film-là avec Pyramid Head, je trouve. Puis la ville est surpeuplée, enfin tu croises Pyramid Head et genre 5 mètres plus loin tu croises des espèces de mineurs là, qui bossent pour la secte en question, et je suis là à me dire mais en fait Pyramid Head en fait c'est leur ennemi, tu vois. Enfin pourquoi ils se promènent littéralement juste à côté de lui, sans se poser plus de questions. Ils font un bar au feu pas possible, ils arrivent dans une salle qui est remplie d'infirmières. Ils savent comment les infirmières elles fonctionnent en fait, ils ont une espèce de taser pour les maintenir à distance, mais ils font toutes les pires conneries possibles et imaginables. Suite à ça, il y a Jon Snow ou la meuf, je sais plus, non, Jon Snow qui est attaché sur le brancard, et l'héroïne en fait, plutôt que de le sortir discrètement par la porte qui est littéralement 2 mètres derrière, choisit de faire tomber le brancard et de passer 3 heures en fait à essayer de le libérer avec toutes les infirmières qui sont autour. Enfin, rien n'a de sens. Tout est fait n'importe comment, rien n'est logique, rien n'est réfléchi, c'est une catastrophe. Quoi. Fabuleux. Mot de la fin pour moi, je pense. Catastrophe. Personne veut rajouter quelque chose ? Moi j'ai une question, mais genre le film est sorti 10 ans après le premier, il a pas été fait pour les bonnes raisons visiblement, mais Christophe Gans, s'il vient juste de finir son Silent Hill 2, c'est qu'il travaillait déjà peut-être un peu dessus. Pourquoi ils ont fait ce film et pas laissé le temps à Gans de terminer ?
il me semble que, étant donné que le premier film a été un succès, très rapidement, il s'est posé la question de savoir est-ce qu'on fait une suite ? Et à l'époque, Christophe Gans a dit non, moi j'aimerais partir sur autre chose. Et il avait proposé comme potentiel futur réalisateur un de ses protégés qui était à l'époque Pascal Laugier. Donc Christophe Gans avait produit son premier film, en l'occurrence Saint-Ange. Pascal Laugier allait exploser un petit peu après avec Martyr, dont on a déjà parlé. Mais les idées de Laugier étaient quand même assez vénères et je crois que le studio en fait a fait non. Et c'est pour ça que ils sont allés chercher quelqu'un de beaucoup plus malléable et inoffensif que Pascal Laugier, en l'occurrence donc la réalisatrice qui a fait Solomon Kane, et donc c'est pour ça qu'on retrouve les mêmes acteurs, qu'on retrouve Samuel Hadida à la production, parce que voilà, encore une fois, le premier film a été un succès, donc ça aurait été con de pas continuer, mais ils ont pris juste la pire réalisatrice possible, quoi. Alors que franchement, j'aurais payé très cher pour voir un Silent Hill 2 réalisé par Pascal Laugier, quoi. J'aurais été curieux. Mais en vrai, c'était pas le moment. Je pense que c'était trop. Il y avait rien de prêt. Et à l'époque, moi, je l'avais regardé à l'époque de la sortie, et je me rappelle que à la moitié du film, je me suis demandé si c'était une vraie suite ou si c'était un truc fait sans les droits. Je me rappelle m'être dit, mais c'est pas possible, en fait, c'est pas un truc qui a été vraiment validé. Et pendant des années, j'ai vraiment cru que c'était un faux film passé sous le manteau, quoi. Il y a un peu ce côté-là. Oui, il y a un côté fan-film, en fait. C'est ça. Ouais, rip-off Sci-Fi Channel, tu sais. Enfin voilà, on va s'arrêter là, je pense. Silent Hill est très largement trouvable en DVD, Blu-ray, SVD. Alors, Blu-ray, faut faire gaffe. Même parce le que coffret, il moi ne j'ai le marche coffret plus. avec Ouais, les il deux. est sur la liste des Blu-ray défectueux. Sur la liste. Eh ben écoute, tu testeras, mais moi, titre perso, mon Blu-ray ne marche pas et on est très nombreux à être dans ce cas-là. Ce qui est fort dommage parce que sur le Blu-ray, il y a beaucoup de bonus qui sont vraiment, vraiment classe, dont je crois un making-of en fait spécifique pour la France où Christophe Gans explique tout ce qui a marché et aussi tout ce qui n'a pas marché sur le film. Parce que voilà, il y a un making-of promo, mais il y a aussi ce truc-là en fait où il va un petit peu plus dans les détails. Mais quand j'ai voulu le remater en fait il y a quelques semaines, j'avais déjà le doute sur le fait que le Blu-ray potentiellement allait ne pas marcher parce qu'il me semblait l'avoir déjà croisé dans les listes. Et effectivement, c'est confirmé, il ne marche pas. Mais voilà, Tristesse. étant donné que la suite va sortir cette année, je me fais pas trop de soucis sur le fait qu'il y aura des coffrets, il y aura des ressorties. Et peut-être dans quel cas. Oui. Ça a pu même la projection du premier restauré et tout ça. Alors après, attendez, vous savez, quand il y a une nouvelle saga qui sort en salle, on bloque les droits des autres. Donc préparez-vous quand même. C'est pas dit, On en reparlera dans un autre épisode, ça, Mylène. On en reparlera dans l'épisode du Stabaton. Enfin voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On n'a pas décidé le film de la semaine Thriller. prochaine, tiens. Merde, pardon. Ah si, Si, c'est le film de Lily. c'est le film de Lily. Ah ouais, et excellent choix, c'est Thriller de Michael Jackson. Voilà, de John Revoyez Landis Thriller. John plutôt. Landis plutôt, ouais. Voilà. Bon, là, vous pouvez le voir sur YouTube facilement. Apprenez la Corée. Préparez-vous pour le podcast le plus copyright strike de tous les temps, sur toutes les plateformes. Mais voilà, c'est le choix de Lily, c'est pour son anniversaire, parce qu'en effet, c'est son anniversaire là. Et on parlera donc de John Landis, de zombies, de clips musical et de Michael Jackson. D'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Jumpscarecast sur Blue Sky, Instagram, 5 étoiles Apple Podcast, Spotify, enfin bref. Voilà, on se sait. À vendredi prochain. Des bisous. Ciao. Salut.